En rétrospective, je réalise que j'aurais consacré l'essentiel de ma carrière au débat nature-culture. Au débat, c'est une façon de parler, c'est-à-dire à résoudre, à montrer que c'est un faux débat, que c'est une fausse opposition. Et en fait, ce sujet-là, quand j'y pense, m'a été pratiquement imposé au cours de mon bac par mes professeurs, parce que moi, je ne connaissais pas l'ampleur de ce débat-là. J'arrive au bac en anthropologie et je réalise que l'ensemble des professeurs qui travaillent sur le comportement, je ne parle pas nécessairement des bioanthropologues, là, mais sont tout à fait allergiques à toute explication biologique du comportement humain. Et je ne comprends pas vraiment pourquoi à cette époque-là. Alors, on nous parle d'auteurs comme, et ça c'est assez ironique, vous allez comprendre pourquoi, Robin Fox, qui est un spécialiste de la parenté, qui a écrit un livre qui s'appelle Parenté et mariage. Je pense que c'est le plus gros vendeur en anthropologie, semble-t-il. On nous parle de Fox comme étant un dangereux réductionniste, etc. Lui et bien d'autres, qui, bon, certains l'étaient peut-être aussi, mais je pense à Robin Fox, qui était quelqu'un, dans le fond, c'était un ethnologue qui était en même temps un pionnier. Il s'intéressait au rapport entre la parenté chez les primates et chez l'humain. Il avait écrit des articles sur le sujet dans les années 70 que je trouvais, en fait, que je ne connaissais pas encore à l'époque. Je connaissais à peu près. Mais donc, je suis frappé par cette vraiment hargne des ethnologues face à la biologie. Évidemment, c'est l'époque de la sociobiologie, qui est embarquée là-dedans vers la fin de mon bac, là, où là, les ethnologues interprètent tout ça comme étant du déterminisme génétique. Et bon, ils sont vraiment outrés et ils ne se gênent pas pour en parler dans les cours et tout. Donc, je suis très au courant de tout ça. Et pourtant, moi, je veux travailler sur des bases biologiques du comportement. Donc, quand je reviens à l'Université de Montréal, ça va avoir un impact profond. Et c'est... Écoutez, les articles que j'ai écrits encore, sur lesquels je travaille maintenant, aujourd'hui, sont précisément sur les rapports entre biologie et culture. Le modèle sur lequel je travaille aujourd'hui même, 40 ans plus tard, donc après avoir été mis en contact avec ce débat-là, porte sur la résolution de l'opposition nature-culture. Donc, on peut vraiment dire que ça a traversé et coloré toute ma recherche. Il n'y a pas une question théorique qui m'aura le plus intéressé et obsédé que les rapports entre nature et culture. En fait, la grande question, c'était qu'est-ce que la nature humaine? Quand on parle de nature humaine, est-ce que c'est quelque chose ou si c'est insignifiant? Pour les anthropologues, c'était plutôt insignifiant. Pour moi, ça devait être plus important. Alors, ce débat-là, il était, bon, très présent dans les années 70. Il est resté, en fait, il a cru pendant la croissance de la sociobiologie, où vraiment il y a eu une révolte des sciences sociales contre l'approche sociobiologique dans les années 70, avec des coups d'éclat où Jean Wilson se faisait lancer des seaux d'eau en pleine face en conférence par des groupes féministes ou marxistes, ou des gens comme Napoléon Chagnon, qui étudie Yanomamo, se sont fait pratiquement détruire leur réputation. On pourrait parler longuement de tout ça. Mais donc, c'est très, très, très intense. Et ah oui, ce qui est intéressant, c'est de constater, c'est que ce rejet de la biologie par les anthropologues, il transcende tous les courants théoriques. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, ça va être surtout les... Bon, ici, disons, simplifier, je vais diviser en deux. Je vais considérer les relativistes, ceux qui croient, qui étudient beaucoup, c'est-à-dire qui étudient les particularismes culturels. Toute l'anthropologie est relativiste et culturaliste américaine. On comprend leur manque d'intérêt pour la biologie parce que de toute façon, ils ne cherchent pas vraiment, ils ne sont pas portés au comparatisme, ils ne se recherchent pas des lois générales pour comprendre le comportement humain. Ce n'est pas ça qui les intéresse. Donc, on peut comprendre que quelqu'un qui parle de nature humaine va nécessairement parler de caractères plutôt universaux, en tout cas à prime abord, et donc c'est moins pertinent. Mais ce qui m'a toujours intrigué, c'est que même des comparatistes comme Radcliffe Brown, ou tout le structuro-fonctionnalisme, le structuralisme de Lévi-Strauss, et même des gens comme Marvin Harris, qui était à l'origine de ce qu'on a appelé le matérialisme culturel, mais qui recherchait des lois dans
l'évolution culturelle et qui disait il faut absolument partir de l'individu pour comprendre le collectif et le changement social. Il ne faut pas juste partir des institutions pour comprendre l'individu. Même un gars comme Marvin Harris était mais complètement anti-sociobiologie. Il réduisait la nature humaine à 3 ou 4 choses, genre rechercher de l'affection, drive sexuel, des choses comme ça. Alors, c'est un courant qui est, pas un courant, mais une attitude qui est généralisée en anthropologie. Évidemment, on pourrait parler longuement des causes. Elles sont profondes. Il y a des causes morales, politiques, etc. Mais ici, je voudrais parler davantage des causes supposément scientifiques. Puis on pourrait les diviser en deux grands groupes. D'abord, il y a l'idée que j'en ai parlé avec des collègues pendant je peux dire maintenant des décennies, des années, je me suis rendu compte que pour plusieurs collègues, la nature humaine est quelque chose d'insignifiant. C'est-à-dire, je vais le dire plus précisément, d'inutile d'abord. D'inutile et ensuite de très petit et donc insignifiant. Pourquoi inutile? Eh bien, un argument classique qu'on retrouve, je ne sais pas si plusieurs l'ont entendu, mais moi, je l'ai beaucoup entendu quand j'étais au bac. Nous, on s'intéresse à la diversité culturelle, à la variabilité culturelle. Ceux qui s'intéressent à la nature humaine, à la biologie humaine, s'intéressent nécessairement aux constantes biologiques. Or, les constantes sont inutiles si on veut comprendre la diversité. Si je veux comprendre pourquoi la société X diffère de la société Y, je peux faire abstraction des constantes qui sont communes à tous les êtres humains, c'est-à-dire la nature humaine, parce que les différences vont être liées non pas à la biologie, mais à l'environnement. Ça, c'est ce que nous disait White, par exemple, Crobert. C'est un argument qui a été, même Harris, dont je parlais tout à l'heure, ça a été repris. Les constantes, c'est un peu comme des constantes mathématiques. Ça s'annule quand on veut expliquer les différences. Or, c'est très, comment dire, erroné à la base, parce que c'est comme de dire, parce qu'un système, en fait, je vais le dire autrement, s'il y a de la variabilité culturelle, c'est qu'il y a un cerveau qui produit cette variabilité-là. Cette variabilité-là a donc des contraintes. Si on veut donc théoriser sur la variabilité, comment peut-on le faire si on ne tient pas compte des constantes, mais seulement des variables? C'est précisément ce que Robin Fox disait déjà dans les années 70. Comment peut-on théoriser? Comment peut-on faire des théories sur la variabilité culturelle si on ne connaît pas les mécanismes qui génèrent et régulent cette variabilité-là? Je pense qu'il faut qu'on prenne des constantes. Évidemment, là, c'est peut-être un peu abstrait ce que je dis, on pourrait prendre des exemples, j'en ai qui vont venir. Mais il y avait une autre raison. Il y avait d'abord cette raison que la nature humaine est inutile. L'autre raison, c'est que la nature humaine serait, ça c'est le classique, irréductible à la c'était pas la nature humaine, pardon, le social serait irréductible à la nature humaine. Et ça part évidemment, on le sait tous, de Durkheim. Durkheim avec sa fameuse affirmation à l'effet que toutes les fois qu'on explique, en fait, ça c'est la conclusion, il dit les phénomènes sociaux ont leur propre déterminant, ce qui est tout à fait vrai. Il faut qu'ils soient étudiés à leur propre niveau d'analyse, ce qui est tout à fait vrai. Et il concluait en disant toutes les fois qu'on va expliquer des phénomènes sociaux par des phénomènes psychologiques ou biologiques, on peut être sûr que ça va être erroné, parce qu'on ne sera pas au niveau d'analyse requis. Bon, je prends un exemple. Les anthropologues constatent qu'il y a transculturellement quête du statut par les individus. Il y a un intérêt et une quête de statut dans toutes les sociétés, même si ça prend des formes extrêmement différentes. Mais pour un anthropologue qui met de côté la nature humaine complètement, cette quête du statut, ce phénomène de quête du statut pourrait être simplement une création culturelle qui s'est propagée par diffusion ou qui a été inventée séparément. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui a un fondement biologique. Donc, on peut théoriser sur la quête de statut en faisant abstraction de toute base biologique. Or, on sait pertinemment que la quête du statut existe chez les primates, chez tous les primates. On sait par des études en psychologie qu'il y a des fondements biologiques à la quête du statut et donc que ça fait partie de la nature humaine. Évidemment, comment ça se passe, c'est une autre histoire. C'est d'ailleurs un des sujets dont je vais parler un peu plus tard. Les rapports qu'il y a entre le statut chez les primates et le statut chez l'humain. C'est un exemple que je donne. Même chose pour l'évitement de l'inceste. L'évitement de l'inceste, une très grande variabilité culturelle, mais on le trouve aussi chez les primates.
Donc, il faut qu'il y ait une base biologique à quelque part, à moins que ce soit une réinvention culturelle chez l'humain. Donc, quand on nous dit que c'est réductionniste de considérer des bases biologiques du comportement, c'est vrai si on part du principe qu'on veut expliquer le social seulement par les bases biologiques. Mais si on veut, au contraire, excusez-moi, si on veut expliquer la nature même des principes sociologiques découverts par les anthropologues, là, c'est une autre histoire. Je pense qu'on n'a pas le choix d'aller en dessous au niveau psychologique et biologique. Je vais l'expliquer différemment, peut-être plus clairement. Imaginez un biologiste, imaginez Watson et Crick quand ils ont soumis leur modèle sur l'ADN, la structure moléculaire de l'ADN, s'ils avaient fait fi des lois de la chimie. C'est-à-dire que si leur modèle avait contredit certaines lois fondamentales de la chimie, puis ils avaient proposé leur modèle de structure moléculaire, les gens auraient dit, ben, il y a un problème, il faut, ou bien vous avez raison et les lois de la chimie sont erronées, ou bien c'est la chimie est vraie et votre modèle est erroné. Il aurait fallu de toute façon qu'il y ait une congruence entre ce que trouve la biologie moléculaire et ce que trouve la chimie. Or, en anthropologie culturelle, cette congruence-là, ce désir de congruence-là a été complètement évacué. On génère des théories qui font complètement abstraction de ce qu'on sait sur les mêmes phénomènes à partir de la biologie, de la psychologie, et on ignore le fait que ces théories-là peuvent contredire fondamentalement des choses qui sont solidement établies en psychologie et en biologie. Donc, on peut avoir des théories qui sont erronées, mais on l'ignore, on ne le sait pas, parce qu'on ne lit pas dans l'autre domaine. Alors, l'idée, c'est pas que la psychologie remplace, évidemment, c'est absurde, remplace l'analyse du social, c'est que les théories du social, on s'assure qu'elles soient congruentes, compatibles avec les théories psychologiques. Pas dans le sens qu'elles doivent nécessairement s'ajuster à, c'est peut-être les théories psychologiques qui doivent s'ajuster à, mais il faut qu'il y ait congruence. C'est un principe fondamental de la recherche scientifique. Or, depuis 150 ans, les sciences sociales agissent en isolation complète. Ils sont isolés complètement du reste de ces disciplines-là et ne sont jamais confrontés à ils ne confrontent pas leur théorie à d'autres niveaux explicatifs. Pour prendre un exemple très simple, prenons l'évitement de l'inceste, que Lévi-Strauss a toujours expliqué comme étant une création culturelle. Même quand on a appris dans les années 80 que l'évitement de l'inceste était généralisé chez les primates, Lévi-Strauss a quand même dit « Oui, mais chez l'humain, il y a la règle. » Donc, c'est différent. Fortus a été plus loin en disant « C'est une coïncidence, c'est des métaphores. Ça se ressemble, c'est superficiel, ça n'a pas de rapport, il n'y a pas de connexion phylogénétique entre éviter l'inceste chez l'ensemble des animaux et éviter l'inceste chez l'humain. » C'est proprement absurde d'un point de vue biologique. Ce qui est beaucoup plus plausible, c'est que les mécanismes de l'évitement de l'inceste qui sont présents chez l'ensemble des animaux étaient présents chez les premiers homininés aussi, nos ancêtres très lointains, et que nous, par la suite, avons créé des institutions qui sont venues simplement institutionnaliser, formaliser tout ça, normaliser tout ça, c'est-à-dire rendre ça normatif plutôt que de dire on est parti à zéro, on a tout effacé, on est parti à zéro pour faire la même chose. Bon. Donc, nature humaine mise de côté parce que, je disais, elle est jugée inutile à cause des constantes, à cause de toute façon du principe de l'irréductibilité du social, donc on n'en a pas de besoin. Et il y a un autre facteur, c'est qu'on a toujours trouvé la nature humaine insignifiante, c'est-à-dire non signifiante, parce qu'on l'a toujours, et je l'ai constaté pendant des années, réduit à des potentiels et des contraintes extrêmement générales. Genre, oui, on est d'accord pour dire que tous les êtres humains ont la capacité de mémoriser, qu'ils ont tel type de mémoire, même on peut aller plus loin. Ils ont la capacité d'apprendre socialement, de raisonner, d'anticiper. Là, on peut nommer un grand nombre de processus cognitifs universels. Mais on dit alors, mais ceci n'explique pas. C'est pas parce que nous avons ces émotions universelles et ces processus cognitifs universels qu'on va être capable d'expliquer des phénomènes sociaux complexes comme des systèmes de parenté, la guerre, les rituels et les systèmes de mariage et tout. Il y a, selon eux, un gouffre entre la nature humaine qui est simplement une affaire de potentiels généraux, de contraintes très générales, et les phénomènes sociaux. À cause de ce gouffre-là, la nature humaine ne peut pas expliquer. Le pont est impossible entre
des potentialités et des phénomènes sociaux spécifiques. Or, on sait aujourd'hui, et c'est là-dessus que j'aurais travaillé finalement pendant des dizaines d'années, on sait aujourd'hui que la nature humaine, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que juste des potentiels. C'est un contenu. C'est un contenu extrêmement riche. La nature humaine va structurer, organiser les rapports sociaux, va créer des préférences selon l'âge, le sexe, le statut et plein d'autres variables. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et ça, on le sait maintenant. En fait, on a, si je veux résumer, deux grandes sources d'informations sur le contenu de la nature humaine. Celle à laquelle j'ai consacré ma vie de chercheur, c'est l'approche que j'appelle les phylogénétiques comparatives, c'est-à-dire qu'on compare des espèces et on cherche des points communs, des composantes communes entre le comportement humain et le comportement des primates. Si on trouve des composantes communes, je donnais l'exemple de l'inceste tout à l'heure, on peut se dire que cette composante commune faisait partie de l'héritage biologique de l'espèce humaine, donc c'est une composante biologique qui interagit avec les composantes culturelles. Donc, l'approche, la primatologie comparée, ce que j'ai appelé tantôt l'approche phylogénétique comparative, qui se traduit par la primatologie comparée, a généré et génère encore, et c'est ce que moi j'étudie dans le domaine de la parenté, énormément de composantes similaires entre le comportement humain et le comportement des primates. Ces composantes similaires ne sont pas là par pur hasard, surtout si elles sont généralisées chez les primates. Ça, c'est une première source d'information et c'est celle, moi, c'est cette approche-là que j'ai eue dans l'étude des bases biologiques du comportement humain. C'était d'étudier les primates pour comprendre nos origines, les origines biologiques, dans le domaine surtout du pouvoir, du statut, de la parenté et aussi de l'organisation sociale. Et là, maintenant, récemment, dans le phénomène même de la culture. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, qui, je dirais, est beaucoup plus encore, qui a beaucoup plus d'adhérents, parce que c'est en train de révolutionner la psychologie, c'est ce qu'on appelle la psychologie évolutionniste, qui, elle, est un dérivé aussi de la sociobiologie, et qui, elle, étudie les mécanismes psychologiques de l'être humain à partir de l'hypothèse que ce sont des adaptations. Autrement dit, que le cerveau comprend est constitué d'adaptations psychologiques au même titre que le corps est constitué d'adaptations morphologiques. C'est-à-dire que le cœur, c'est une adaptation, c'est-à-dire que ça a une fonction adaptative. Les poumons, le foie, la peau ont des fonctions. Et c'est la même chose pour tous les organismes vivants. Pour l'éthologie et pour les psychologues évolutionnistes qui, eux, étudient le comportement humain dans une perspective évolutionniste, comme le font les éthologistes avec les animaux, pour ces gens-là, il est tout à fait plausible que la sélection naturelle ait aussi fabriqué des adaptations mentales. Non pas seulement des adaptations physiques, des adaptations neurobiologiques, mentales, psychologiques. C'est ce qu'on appelle les mécanismes, en anglais on dit « evolved psychological mechanisms ». En bref, ce sont des adaptations psychologiques. Donc, il y aurait des adaptations, par exemple, qui auraient pour objectif de permettre à l'être humain de résoudre des problèmes récurrents depuis des millions d'années. Genre, par exemple, justement, trouver un partenaire de reproduction, le retenir, c'est-à-dire la mate retention, la rétention du partenaire, ne pas le perdre pour un autre. Toute la jalousie rentre là-dedans. Il y a des adaptations pour atteindre le statut, pour rivaliser pour les ressources, pour coopérer, pour entrer en relation de réciprocité. Tout ça, ce sont des mécanismes qui maintenant sont mis à jour et étudiés par les psychologues évolutionnistes. Ça déborde maintenant, je dirais, en sciences économiques aussi, en sciences politiques, en sociologie, moins quand même. Et je disais tantôt que moi, j'ai travaillé sur la primatologie, c'est vrai. J'ai travaillé avec l'approche primatologique, mais depuis quelques années, je travaille maintenant sur un modèle qui est très près de la psychologie évolutionniste pour comprendre les origines de la culture et la nature de la nature humaine.